Le 8 mai, c'est l'armistice. Le 8 mai? Un armistice quelconque? Je saurais pas vous dire lequel. C'est la fin de la guerre, 1945. Ou je me trompe pas? La fête du travail? C'est le 8 mai 45, là, non? Alors, je pense que l'on célèbre la guerre de 14-18. Ça, c'est peut-être... Oui, c'est ma réponse. Je dirais plutôt 14-18 plutôt que 39-45, mais bon. Le 8 mai. Le 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. 8 mai 45. Deep into the funnel of love. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer les commémorations du 8 mai. Quel est l'événement que l'on célèbre derrière cette date? Que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Évidemment, on parle du 8 mai 1945, donc ça veut dire Deuxième Guerre mondiale, pas première ni aucune autre guerre. Ce n'est pas non plus un traité, ni un cessez-le-feu, ni surtout pas un armistice. Ce n'est pas non plus la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quoique si quand même, c'est la fin pour l'Europe, mais pas toute l'Europe. Enfin, toute l'Europe, oui, mais non, surtout pas sur les mêmes dates. Mais il est complètement fou, ce mec! Alors, avant toute chose, nous allons donner la réponse à la question, non pas en disant ce que ce n'est pas, mais en disant exactement ce que c'est. Le 8 mai, c'est la commémoration de la capitulation inconditionnelle et officielle de l'Allemagne auprès des forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi y a-t-il des différences et des nuances avec d'autres événements de ce type? Et pourquoi ces différences sont-elles si importantes? Déjà, on va commencer par le statut. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un armistice. J'étais sûr que vous croiriez cela. Tout le monde croit ça. Non, c'est une capitulation. Et ça change quoi? Tout. Et oui, cela change tout, et c'est justement pour ça qu'en 1945, les forces alliées ne voulaient surtout pas entendre parler d'armistice. Alors, quelle est la différence entre un armistice et une capitulation? Si on voulait faire simple, on dirait qu'un armistice est un acte politique et une capitulation un acte militaire. Alors, même si c'est vrai, vous imaginez bien que c'est un peu plus complexe que cela. Un armistice, pour définir, c'est une convention entre les belligérants afin de suspendre les combats, mais c'est pas pour autant la fin de la guerre. Si vous préférez, c'est une trêve, pour vous donner une équivalence. Il y a d'ailleurs une guerre qui illustre parfaitement toutes ces nuances, c'est la guerre franco-prusse de 1870. En fait, c'est plutôt une guerre franco-allemande. Napoléon III déclare la guerre à Bismarck, et le 2 septembre 1870, il part à la bataille de Sedan. Il se fait capturer, et d'ailleurs pour l'anecdote, il va devenir le 4e et le dernier souverain français à se faire capturer sur un champ de bataille. Tout le monde n'est pas forcément aussi doué. Alors pourquoi cette guerre est si intéressante? C'est parce que justement, après cette défaite de la bataille de Sedan, vous allez tout avoir. Capitulation, armistice, traité, ratification, etc., etc. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille donc fortement d'étudier cette guerre. Alors, pourquoi nous, dans notre cas, en 1945, les forces alliées voulaient surtout pas entendre d'armistice, mais surtout pourquoi encore aujourd'hui, beaucoup de gens font cette confusion quand on évoque le 8 mai et parlent d'armistice et non pas de capitulation. J'imagine que d'ailleurs, certains d'entre vous, quand on vous a posé la question « Qu'est-ce que représente le 8 mai ?», ont dû répondre un armistice. Absolument pas, non. Dans les deux cas, c'est dû essentiellement à la fin de la Première Guerre mondiale qui s'est achevée en novembre 1918. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la défaite allemande était incontestable pour tout le monde, y compris pour les Allemands. C'était le dernier pays encore en guerre vis-à-vis des forces alliées, puisque l'Autriche, l'Hongrie, la Bulgarie, la Turquie, tout le monde avait abandonné. Ils n'avaient plus les ressources non plus nécessaires pour prolonger les combats, alors que du côté des forces alliées, vous aviez les États-Unis qui étaient rentrés récemment en guerre et qui donnaient donc plus de renforts et plus de ressources. Alors, en Allemagne, il y a aussi eu une révolution, le Kaiser a abdiqué, bref, c'était la fin. Les généraux ont donc commencé à demander l'armistice. Sauf que du côté des forces alliées, pour eux, ils avaient un problème puisque la ligne de front était en dehors du territoire allemand et que donc, par conséquence, aucun soldat des forces alliées n'avait encore mis le pied sur le sol allemand. Et là, vous avez deux écoles. Vous avez le général Pétain qui dit qu'il faut absolument envahir l'Allemagne et les achever militairement. Et de l'autre, vous avez le général Foch et Clémenceau qui disent il y a eu assez de morts, assez de victimes, arrêtons les frais, et que de toute façon, si l'Allemagne reconnaît sa défaite, on pourra tout obtenir de façon diplomatique et les achever de cette manière-là aussi. Alors,
Et bien c'est cette deuxième option qui va être choisie, et donc on signera un armistice le 11 novembre à 5 h du matin dans le petit village de Rotonde. Comme j'expliquais, c'est un armistice, ça veut dire que donc c'est une trêve. Dans ce cas spécifiquement, c'est une trêve de 36 jours, qui sera renouvelée régulièrement, puisqu'évidemment on ne veut pas reprendre les combats, mais pour arriver au traité de Versailles, qui se signera le 28 juin 1919, et qui sera évidemment le traité qui définira la fin de la guerre entre l'Allemagne et les forces alliées. Mais il y aura d'autres traités. Il y en a un à Saint-Germain le 10 septembre 1919 pour régler le problème de l'Autriche, un autre à Neuilly le 27 novembre 1919 pour la Bulgarie, un autre à Trianon, un autre à Sèvres. Enfin, tout ça pour vous expliquer qu'il y a une différence entre l'armistice et les traités. L'armistice ne définit pas la fin de la guerre, c'est le traité qui le fait. Et vous commencez à comprendre les problématiques que ça va engendrer. Non, pas encore. La première problématique, c'est que l'armistice est un acte politique et non militaire. Et donc les généraux allemands vont se servir de ça pour développer leur fameuse théorie du coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire qu'ils vont exprimer que l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre militairement, la preuve, ils n'ont jamais été envahis, et que s'ils avaient voulu, ils auraient pu continuer la guerre, voire peut-être même la gagner. Et que forcément, s'ils l'ont perdue, c'est parce qu'ils ont été trahis par les hommes politiques. Un autre personnage tristement célèbre va se servir de ça pour rallier les Allemands à sa cause, c'est Adolf Hitler. On ne le présente plus. Ouais, c'était un type qui a fait fureur à son époque. Elle est bien, hein? Je vois que vous aimez la plaisanterie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, c'est à la France de faire face à une défaite incontestable vis-à-vis de l'Allemagne. Cette fois-ci, encore une fois, deux choix possibles. Le président Paul Reynaud préfère que les armées capitulent, alors que les armées, le général Weygand et le maréchal Pétain, refusent et demandent à ce qu'on signe un armistice. Finalement, c'est un armistice qui va être signé et la France va être séparée en deux avec une zone d'occupation allemande au nord et une zone libre au sud, dirigée par le maréchal Pétain. Et encore une fois, on va retrouver cette problématique puisque le maréchal Pétain va servir de cet argument en disant que l'armée française s'est bien combattue, a bien battu, elle a été trahie par les hommes politiques français. On aura tout entendu. En dehors de ça, vous allez voir que tout est lié. Je vous ai parlé de la guerre franco-prusse de 1870. Eh bien, il faut savoir qu'à la fin de cette guerre, les Allemands étant sur les territoires français, ils en ont profité pour aller au château de Versailles pour faire la proclamation de l'Empire allemand. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, après l'armistice à Rotonde, on a demandé aux Allemands de signer un traité de paix à Versailles pour se venger de ce qu'ils avaient fait en 70. De même, en 1940, quand la France perd la guerre face à l'Allemagne nazie, Adolf Hitler demande à ce qu'on signe l'armistice à Rotonde, puisque à la fin de la Première Guerre mondiale, on a signé un armistice à Rotonde, et c'est pour se venger de ce qu'ils ont fait aussi à la Première Guerre mondiale. Et des choses comme ça, on peut remonter jusqu'à la fin des temps. Oui, t'as raison. Et c'est pour ça que le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui, il voulait plus entendre parler de toutes ces histoires. Il voulait surtout que personne puisse contester la défaite allemande. Et c'est pour ça qu'il a exigé une capitulation générale et inconditionnelle. Comme ça, il n'y a plus de litige. Il y a une autre raison pour laquelle les forces alliées ne veulent entendre parler que de capitulation. D'ailleurs, ce terme capitulation ne sera évoqué qu'à partir de janvier 1943. C'est à la conférence de Casablanca, qui se déroule du 14 au 24 janvier, que le président Franklin Roosevelt va prononcer pour la première fois ce terme de capitulation. Ce début d'année 1943, même si l'issue de la guerre est encore incertaine, des grands événements ont lieu. 2-3 mois avant, le 4 novembre 1942, les forces allemandes ont perdu la bataille d'El Alamein en Égypte. Le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torche, avec le débarquement des forces américaines et anglaises au Maroc et en Algérie, ce qui forme une forme d'étau sur les armées allemandes d'Afrique du Nord. Sur le front Est, sur le front russe, c'est la bataille de Stalingrad qui est perdue. Alors si ça n'est pas encore officiel, ça sera le 2 février. L'issue est certaine puisque l'armée allemande, la 6e armée, est déjà complètement encerclée. Et donc pour la première fois, l'armée allemande, qui n'a connu jusque-là que des succès, est en train de reculer. Félicitations. Alors même si la guerre est en train de prendre un tournant favorable pour les forces alliées, il y a un homme qui est encore insatisfait, c'est Iosif Vissarionovitch Dougashvili. Qui ça? Même si c'est son vrai nom, vous le connaissez sous un autre nom beaucoup plus célèbre, Staline. Alors pourquoi Staline est insatisfait en 1943? C'est parce que ça fait un moment qu'il demande l'ouverture d'un deuxième front et donc le débarquement des forces américaines et anglaises sur le territoire européen. Ce qu'ils ont été dans la capacité de faire jusqu'à maintenant. À la conférence de Casablanca, en janvier 1943, Staline était invité, il a refusé. Comme j'expliquais, les forces allemandes reculent et donc il y a des bruits qui courent comme quoi il serait capable de demander une paix séparée. Quoi qu'il en soit, le président Roosevelt va envoyer un message fort à Staline et pour lui prouver sa détermination. Et donc le président Roosevelt et le premier ministre Winston Churchill vont faire cette déclaration. À partir de cette déclaration, toutes les forces alliées, que ce soit les Anglais, les Américains, les Russes, resteront sur cette position et exigeront à chaque fois la capitulation de la force allemande. Malheureusement, le président Roosevelt, qui est à l'initiative de ça, ne verra jamais cette capitulation car le 12 avril 1945, il mourra.
C'est dommage. Et oui, c'est dommage pour lui, car la fin de la Deuxième Guerre mondiale est très proche. 13 jours après d'ailleurs, le 25 avril 1945, les forces alliées du front Ouest rejoignent les forces alliées du front Est sur le pont de Torgau en Allemagne. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Et alors? Il sera remplacé par l'amiral Dönitz, qui lui-même sera remplacé par l'amiral von Friedebourg. Notez bien ce nom, il y a une anecdote assez intéressante. Quoi qu'il en soit, c'est la débandade pour l'armée allemande. Le 29 avril, les armées allemandes en Italie capitulent. Le 4 mai, l'amiral von Friedebourg va voir le général Montgomery pour capituler les armées du front nord-ouest, c'est-à-dire Pays-Bas, etc. Et il est envoyé par la suite par l'amiral Dönitz avec le général Jodl pour négocier la capitulation générale de l'armée allemande à Reims, qui est le nouveau quartier général des forces alliées, et rencontrer Eisenhower. Mais Eisenhower, lui, il ne veut pas de négociation, il reste sur la ligne de conduite qui s'est fixée depuis 1943, c'est-à-dire une capitulation générale et inconditionnelle. Rien dans tout cela que de très normal. Les Allemands n'ayant pas trop le choix, le général Jodl signe finalement cette capitulation inconditionnelle et générale le 7 mai 1945 à 2h40. Oui, le 7 mai, non pas le 8. Mais cette capitulation ne sera effective qu'à partir du 8 mai à 23h, et donc la cessation des combats se fera le 8 mai à 23h. Mais c'est pas pour ça qu'on célèbre le 8 mai et non pas le 7 mai. Et pourquoi? Et oui, car notre ami Staline, il n'est pas du tout content, ça lui va pas du tout que ça se fasse le 7 mai à Reims sur les territoires français. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit à Berlin sur les territoires allemands, le territoire que ses armées ont conquise. Car je rappelle qu'à ce moment-là, Berlin est entre les mains des forces russes. Les Américains qui veulent faire plaisir à Staline, parce qu'ils veulent absolument que les armées russes puissent s'engager sur le front contre le Japon, afin de finir cette guerre rapidement, vont lui accorder ce plaisir. Et donc on va re-signer une autre capitulation, le 8 mai 1945 à Berlin. Et là, je reviens sur l'amiral von Friedebourg, car lui, il va être à nouveau présent, il va faire sa troisième capitulation, car je rappelle qu'il a capitulé face à Montgomery, puis après face à Eisenhower à Reims, et maintenant il doit aller à Berlin signer une troisième capitulation. Je crois qu'il doit en avoir marre, lui, de capituler. C'est peut-être pour ça qu'il s'est suicidé, non? Eh oui. Cette deuxième capitulation va être signée de manière beaucoup plus solennelle, et c'est le Feldmarschall Keitel pour les Allemands, cette fois-ci, qui s'y colle pour la signature. Cette capitulation va être signée entre 23h et minuit le 8 mai, et comme celle du 7 mai n'était effective qu'à partir du 8 mai à 23h, cela ne va pas changer grand-chose, ça sera la cessation des combats à ce moment-là. Voilà, vous comprenez un peu mieux, et vous savez surtout que ce n'est pas un armistice. Tu fais de l'obsession, t'es la proie des idées fixes. Oui, je sais que vous avez déjà eu plusieurs fois l'information, mais je me permettais de la rappeler pour expliquer d'où venait la confusion. Comme vous l'avez compris, la fin de la Première Guerre mondiale s'est terminée par un armistice, celle de 70 aussi. En 1940, on a signé un armistice, et donc logiquement, les gens se disent 45 armistice, hein. Et non, c'est une capitulation, encore une fois, je me permettais de le rappeler. Quoi qu'il en soit, il y a aussi un autre argument. Beaucoup de gens disent que c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je rappelle quand même que le Japon a capitulé lui qu'en septembre 1945. Donc de mai à septembre, il y a eu pas mal de combats, surtout dans le Pacifique, bien évidemment. Donc à partir du moment où il y a des combats, peut-on dire que c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Je vous le demande un peu. Alors effectivement, c'est pas tout à fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a encore le front dans le Pacifique contre le Japon, mais pour la plupart des pays impliqués en Europe, cela signifie la fin des combats, et donc pour eux, ce 8 mai 1945, qui est la capitulation de l'Allemagne, cela signifie aussi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour la plupart des pays en Europe concernés. Enfin presque. Qu'est-ce qui se passe encore? Et oui, puisqu'à Berlin, nous avons signé cette capitulation après 23 heures, heure de Berlin. Or, à Moscou, nous étions déjà le 9 mai. C'est pour ça que les Russes, eux, contrairement aux Français et aux Anglais, ne célèbrent pas le 8 mai, mais le 9 mai. Quoi qu'il en soit, que ce soit le 8, le 7 ou le 9, ça ne change rien à son statut. Donc vous pouvez très bien dire que le 8 mai ou le 7 mai ou le 9 mai, nous célébrons la capitulation de l'Allemagne et en conséquence la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus.
Voilà, cet épisode du quart d'heure historique est maintenant terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, partagez encore. Si vous n'avez pas aimé, partagez quand même. Dites, regardez cette vidéo, elle n'est pas terrible, mais regarde-la, car comme disait quelqu'un de célèbre, l'important c'est pas qu'on dise du bien ou de mal de moi, c'est qu'on parle de moi. Et vous avez bien sûr les commentaires pour préciser si jamais il y a une grande faute historique que vous avez vue, je ne sais pas, du genre... était roi Raymond. Par exemple, ou si bien sûr il y a un sujet d'histoire que vous aimeriez voir traité par le quart d'heure historique. Je finirai par cette formule magique, elle n'est pas de moi évidemment, elle est de Georges Santayana. Toutes les personnes qui vous demanderaient pourquoi vous regardez ce genre de vidéo, vous pouvez leur répondre. Quelqu'un qui refuse de connaître l'histoire se condamne à la revivre. Kenavo.